matinale. 7h49 sur Inter. Benjamin Duhamel, vous recevez le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter, alors que l'on s'approche enfin du dénouement de ce jour sans fin budgétaire. Le Premier ministre qui va recourir aujourd'hui au 49.3 pour que le volet recettes de ce budget soit adopté. Vous aviez fixé 2 conditions pour ne pas censurer le gouvernement. 1, transparence sur la copie finale. 2, que les économies ne soient pas faites, je cite, sur le dos des Français. Question simple, est-ce que pour vous ces 2 conditions sont remplies? Est-ce que vous nous dites ce matin, on ne censurera pas, les socialistes ne censureront pas le gouvernement? Bon, on n'a pas encore vu la copie finale, mais de ce que je comprends, de ce que nous dit le Premier ministre, effectivement, ces conditions seront remplies. Donc vous ne censurerez pas le gouvernement? Donc nous ne censurerons pas le gouvernement. Ça va être la question posée ce matin au groupe parlementaire, mais effectivement, c'est ce que je plaiderai auprès d'eux. Donc grâce à vous, Sébastien Lecornu va pouvoir se maintenir. L'étape d'après, c'est quoi? C'est faire partie de la majorité, rentrer au gouvernement? En fait, c'est vous le nouveau Premier ministre, non, Olivier Faure? Vous êtes sympa, mais enfin, la réalité, c'est que je ne le suis pas et que ce budget n'est pas le mien. Simplement, vous connaissez la situation, nous n'avons pas de majorité absolue pour quiconque depuis la dissolution. Et je ne vais pas reprendre l'édito de Patrick Cohen pour expliquer ce qui se passe, mais enfin, la réalité, c'est ça, c'est que quand personne n'a de majorité, il faut un changement culturel. Ce changement culturel, c'est d'accepter de négocier, y compris avec des gens qui vous font face. Moi, je ne suis pas devenu macroniste, le Premier ministre n'est pas devenu socialiste, mais il y avait la nécessité pour les uns et pour les autres de composer avec une majorité qui n'est pas celle... Enfin, avec quand la France Insoumise dit que vous êtes devenu la béquille du macronisme, les mêmes mots que Marine Le Pen, ce qui quand même relève d'une forme de convergence sur la forme au moins. Que Marine Tondelier parle de naïveté, vous concernant? Mais la naïveté, c'est de penser qu'on peut, par le biais d'une dissolution, arriver à obtenir une majorité de gauche dans 20 jours. Moi, ce que je crois, c'est que les Français ont fait un choix il y a 1 an et demi. Ils n'ont donné de majorité à personne et ils nous ont dit au fond, débrouillez-vous avec ça. Eh bien, on se débrouille avec ça. Et donc, on cherche à obtenir le maximum. Et ce que je dis ce matin aux Françaises et aux Français, c'est qu'il y a un parti qui s'est montré utile dans la période. C'est le Parti Socialiste qui a accepté, sur la loi de financement de la Sécurité sociale et sur le budget de l'État, de faire avancer un certain nombre d'idées qui protègent et qui changent la vie des Français. Et on va parler du fond dans un instant. Juste avant, sur le 49.3, je voudrais, Olivier Faure, vous citer les grands auteurs, ouvrez les guillemets. L'abandon du 49.3, c'est une revendication que nous avons posée depuis longtemps et qui correspond à une évolution de la pratique constitutionnelle qui permet que le Parlement et lui seul aura le dernier mot. Est-ce que vous savez qui a dit ça? Ça aurait pu être moi. Eh ben c'est vous, Olivier Faure. Le 3 octobre 2025, quand pendant des années on a assimilé le 49.3 à un passage en force, quand on a vanté, je cite, la recherche du compromis contre la pensée paresseuse. Et là on fait comme si de rien n'était. Et donc engager sa responsabilité, utiliser le 49.3, ça passe. C'est bien pour ça que je vous ai parlé de changement culturel. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont préféré, depuis le mois de décembre, même avant, appeler à l'usage du 49.3 pour éviter d'avoir à se poser la question de savoir quel compromis ils devaient faire pour permettre à un budget de passer. Quand vous avez une foultitude de groupes parlementaires qui vont jusqu'à refuser même le dialogue, qui ne veulent même pas continuer à dialoguer avec le gouvernement, comment voulez-vous qu'on arrive à un compromis? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de crédibilité de la parole publique? Quand pendant plusieurs mois, vous fixez comme préalable à la discussion l'abandon du 49.3, et là, on est au mois de janvier, pour qu'il y ait un budget, vous dites, écoutez, finalement, on passe ça par pertes et profits. Mais bien sûr qu'il y a un problème de crédibilité. Évidemment. Qui vous concerne aussi. Mais qui concerne tout le monde, toute la classe politique. Parce que, y compris ceux qui vous disent et qui vont dénoncer le 49.3 maintenant. Ce sont ceux qui, précisément, ont poussé au 49.3. Quand vous ne négociez pas, quand vous refusez même de dialoguer, ça forcément, vous savez très bien ce qu'il se passera à la fin. Vous savez très bien que ça se passera par un 49.3. Et vous y contribuez, et ensuite vous le dénoncez. C'est le problème des postures. Et il y a trop de gens aujourd'hui qui sont dans la posture. Ce que nous avons refusé, nous, c'est d'être dans la posture et de chercher des solutions là où d'autres entretiennent des illusions. C'est ça la grande différence entre les uns et les autres aujourd'hui. Prenons 2 points précis de ce budget, Olivier Faure. D'abord, sur la fiscalité, il y aura bien une surtaxe de 8 milliards d'euros pour les grandes entreprises, comme c'était le cas dans le budget 2025. C'est 300 grands groupes qui sont concernés. Je voudrais vous lire ce que dit ce patron français de la tech cité dans le Parisien. Il va payer 100 millions d'euros avec cette surtaxe. Voilà ce qu'il dit. Ouvrez les guillemets. Ça correspond à 10 ans de budget de recherche dans le quantique. Quand vous dites on veut pas que des économies soient faites sur le dos des Français, les grandes entreprises, c'est pas des Français qui travaillent, des sous-traitants qui sont impactés par ces augmentations d'impôts? Non, mais on parle là d'une surtaxe sur des entreprises, 300 entreprises, les plus grandes de France. En gros, si on devait aller vite, le CAC 40,
Ah bah 300, c'est plus que le CAC 40. Oui, ouais. d'accord, mais enfin, essentiellement des entreprises qui ont le niveau du CAC 40, qu'elles soient cotées ou pas. Et vous avez là, en fait, des gens qui se sont distribués l'an passé plus de 100 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions. Vous pensez qu'on peut pas prendre 8 milliards? Vous pensez que c'est forcément sur les autres et qu'il faut piocher? Je vois ce matin les éditoriaux dans la presse économique. Donc ça n'a pas d'impact sur les Français qui travaillent dans ces entreprises, sur les sous-traitants qui dépendent. Il y a des gens qui disent il aurait mieux valu, pardon Benjamin Duhamel, je vais finir ma phrase, des gens qui nous disent il aurait mieux valu multiplier par 2 les franchises médicales, il aurait mieux valu faire en sorte que les pensions de retraite ne soient pas réindexées sur l'inflation, il aurait mieux valu, mais moi je prétends le contraire. Je dis que même les entreprises, si elles veulent un jour à nouveau gagner de l'argent, il faut aussi que les Français puissent consommer. Et ça, c'est pas possible de continuer à avoir un discours qui est celui qu'on connaît depuis trop longtemps, d'une politique de l'offre exclusive qui a mené le pays là où on sait, c'est-à-dire à plus de 3 000 milliards de dettes. Autre mesure, Olivier Faure, que vous avez obtenue, ce sont les repas à 1 euro pour tous les étudiants. Aujourd'hui, les repas à 1 euro, c'est pour les étudiants boursiers, les étudiants précaires, qui, même s'ils ne sont pas boursiers, peuvent demander à en bénéficier. Cette nouvelle mesure, elle coûte 90 millions d'euros. Donc là encore, si je résume, Olivier Faure, grâce à vous, un étudiant dont les parents paient l'impôt sur la fortune immobilière va pouvoir payer son repas 1 euro. Est-ce que c'est vraiment ça une conquête de gauche? Mais vous avez été étudiant. Oui. Voilà. Bon, et je suis pas sûr que j'avais besoin, dans le cas d'espèce, de payer un repas à 1 euro. Je vais vous dire une chose, je doute vraiment que un enfant qui a un papa milliardaire mange pour 1 euro. Voilà, je pense que ça n'est absolument... Ceux qui peuvent se payer autre chose que le repas à 1 euro iront se payer autre chose qu'un repas à 1 euro. Arrêtons de nous faire prendre les vessies pour des lanternes. C'est pas des vessies pour des lanternes, Olivier Faure. C'est dans un moment où il faut faire des économies. Est-ce que, quand on est de gauche et vous l'êtes, on ne choisit pas ces combats entre ceux qui en ont besoin et les autres? Non, mais est-ce que vous trouvez normal que dans les rues de Paris, vous ayez des queues devant les soupes populaires avec des étudiants qui viennent parce qu'ils ne peuvent pas manger? Bien, moi, je crois qu'effectivement, le mieux qu'on puisse faire, c'est de dire que ces étudiants-là pourront désormais manger pour 1 euro. Si vous voulez, Olivier Faure, pardonnez-moi, ceux qui vont à la soupe populaire, aujourd'hui, bénéficient déjà de ces repas à 1 euro dans les Crous. Non, la preuve, c'est que vous avez des étudiants qui sont toujours devant les soupes populaires. J'ai été faire les queues avec eux, j'ai été discuter avec eux, et je vois bien de quelle population il s'agit. De gens qui sont parfois juste au-dessus du niveau des bourses, soit des gens qui ont redoublé et qui n'ont plus accès à leur bourse, et qui donc n'ont pas aujourd'hui la possibilité de manger à leur faim normalement. Si vous voulez demain un pays qui soit un pays prospère, qui puisse continuer à être parmi les premiers dans la compétition internationale, vous avez besoin d'étudiants qui étudient dans de bonnes conditions, pas des gens qui se posent chaque jour la question de savoir comment ils mangeront le soir. Donc oui, je prétends que cette mesure est une bonne mesure. Donc, universelle, une aide pour tous les étudiants, quel que soit le revenu de leurs parents et quel que soit leur revenu. Bien sûr. Mais la réalité, c'est que vous savez très bien que ceux qui, les enfants de monsieur Arnaud, n'iront pas manger au Crous à 1 euro. Ça, c'est ce que vous dites, vous. Eh bien, écoutez, ils sont si peu nombreux que de toute façon, c'est pas eux qui coûteront le plus cher. Merci beaucoup, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.